S'ensuit la table ronde numéro 4. Alors on en parlait tout à l'heure, la transition a été faite à ma place. Il s'agit de financer maintenant, comment financer sa start-up Deep Tech et ses projets d'innovation. 6 intervenants pour en parler, Nicolas Philippe, Philippe Poignet, Laurent Fournery. Je vous invite à récupérer un micro, Marjorie Monlot, Julien Sainte-Catherine et Annabelle Dieval. Vous avez tous un micro, vous aurez dans un instant tous un siège et une demi-heure pour nous parler du financement de la Deep Tech. Merci à vous. Bonjour, rebonjour. C'est croisé tout à l'heure. Allez-y, installez-vous, je vous en prie. Il n'y a rien à faire. Merci. Installez-vous, installez-vous. Choisissez votre siège, choisissez votre couleur. N'oubliez pas de bien parler dans le micro posé sur le menton, ce sera très bien, et de ne pas les tourner vers les retours, parce que ça fait des gros larcènes. Voilà. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Marjorie Monlot, je travaille à l'agence SADOC, l'agence de développement économique de la région Occitanie, et j'accompagne les entreprises du domaine de la santé-biologie pour leurs projets d'innovation. Et l'agence, globalement, accompagne toutes les entreprises de tout secteur. Et je vais animer cette table ronde qui a pour but de vous montrer un petit peu la suite logique de ce que vous avez déjà vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'une fois une idée, des chercheurs qui la développent, un transfert potentiel de technologie, l'envie de créer, ou alors passer cette idée à quelqu'un qui est en capacité, lui, de créer, et le chercheur qui reste dans son labo et qui accompagne cette création. Bref, quelle que soit la solution, à un moment donné, il y a la création d'une entreprise. Et le travail n'est pas fini parce qu'il va falloir financer les projets et trouver des fonds pour que cette entreprise fonctionne. Donc ça va être le sujet de cette table ronde. On va faire un tout petit tour de table. Donc je vais vous demander juste nom, prénom, votre formation initiale, le nom de votre société, la création peut-être, la date de création, pour que ça donne une idée un petit peu de la chronologie avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Je vous en prie. Donc Philippe Poignet, je suis professeur à l'Université de Montpellier, directeur du LIRB, donc c'est un laboratoire de recherche de l'Université de Montpellier et du CNRS, et cofondateur de la société Acus Surgical. Donc vous l'avez vu présenté ce matin par Christophe Spuller, notre CEO, et la start-up a été créée en juillet 2020. Merci. Bonjour, donc Nicolas Philippe, président et cofondateur de Sequan. Moi j'ai un background mathématique et bioinformatique d'ailleurs. Je suis un pur produit de l'écosystème de Montpellier. Je viens du LIRM. J'ai passé au LIRM entre 2007 et 2010. Ensuite, chercheur à l'université. J'ai créé la start-up en 2017. Et de ce côté-là, on aura le pendant des accompagnements dont on va parler, mais on va commencer par la SAT. Bonjour, on aurait dû se mélanger. Alors oui, bonjour à tous. Olivier Mézou, je suis le directeur juridique de la SAT AXLR. Bonjour à tous, Annabelle Dieval, je suis chargée d'affaires innovation. J'accompagne les entreprises innovantes du secteur de la santé et e-santé. Bonjour, Julien Sainte-Catherine, donc je suis directeur d'investissement pour une société de gestion qui s'appelle IRDI Capital Investissement, donc, et qui gère plusieurs fonds dédiés à l'innovation, donc qui ont vocation à accompagner des startups dans leur développement. Merci. Donc on va commencer avec le retour de parcours de la société la plus jeune, qui est donc représentée par Acus Surgical, pour voir un peu donc quels sont les dispositifs que vous avez pu actionner et qu'est-ce que vous avez trouvé au sein de l'écosystème en Occitanie pour aider cette start-up à se créer et à commencer son activité. Alors on a essentiellement trouvé 2 types de financement pour lancer notre projet, alors qui a commencé par un projet de maturation en 2017, juillet 2017, date à laquelle Christophe Spuller, qui est maintenant le CEO, est venu nous rencontrer au laboratoire avec au départ un embryon d'idée. Et eu égard à l'expérience qu'on pouvait avoir dans le domaine de la robotique chirurgicale au LIRM depuis 25 ans maintenant, on lui a dit oui, ça semble être effectivement une très bonne idée. Et on s'est tout de suite tourné vers la SAT qui proposait des financements pour accompagner ces projets-là. Donc,
Assez rapidement, on a eu ce financement, hein, puisqu'on a mis un peu moins de 6 mois pour obtenir et boucler le financement à la SATT. Avec un gros financement, on a eu un peu plus de 600 000 euros pour développer, recruter les quelques ingénieurs qu'il nous fallait pour faire la preuve de concept, et surtout le matériel, puisque comme on parle de robotique chirurgicale, il y a aussi un budget important sur la partie équipement. Dans le même temps, on avait déposé un projet à Compagnie Zone Campus, un appel d'offres de Licite Muse, qui nous a permis de recruter un ingénieur supplémentaire. Et c'est essentiellement les deux financements qu'on a eus, les deux principaux financements qu'on a eus pour démarrer ce projet-là. Après, on a été récipiendaire du Grand Prix iLab en 2020, mais ça faisait déjà 2 ans que le projet était démarré. Il se trouve qu'on a fait la levée de fonds avant d'avoir les financements du iLab après par la suite, mais ça c'est un détail. Et il se trouve qu'on a fait ensuite assez rapidement la levée de fonds, hein, puisqu'en 2021, janvier 2021, on faisait la levée de fonds pour poursuivre le projet. Merci. Donc effectivement, vous avez parlé d'une aide à la prématuration et de la SAT. Donc vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus de ce dispositif ? Oui, alors la SAT AXLR, en effet, elle va intervenir très en amont. Et on va financer ce qu'on appelle souvent la vallée de la mort, où personne ne veut aller, où aucun financeur ne veut aller. Nous, on a un financeur technologique, c'est-à-dire qu'on va valoriser l'actif pays qui provient des chercheurs et des organismes ou des établissements publics pour justement lui permettre d'avoir une maturité technologique permettant d'arriver à une preuve de concept. C'est-à-dire qu'on va passer souvent, on part d'un TRL qui est un TRL 2, 3 pour monter un TRL 6, 7, voire au-delà, avec des financements qui sont en moyenne, enfin pas en moyenne, la fourchette va de 200 000 à pratiquement 1 million d'euros, ce qui peut nous arriver, et on engage généralement chaque année une enveloppe de 6 millions d'euros en financement de maturation. Donc ça nous permet en effet de porter et d'arriver à cette preuve de concept qui va permettre cette phase ensuite de commercialisation, voire d'industrialisation lorsqu'on arrive à cette preuve de concept technique. Et à ce stade, la société n'est pas obligatoirement créée ? Alors, généralement, il y a eu plusieurs versions, parce qu'on apprend aussi du passé. Avant, on attendait vraiment que nos programmes, qui sont des programmes assez longs, hein, qui durent 24 mois, se terminent. Et puis on s'est dit, mais le monde est un monde où on doit aller vite, de vitesse. Donc on attend vraiment, on jalonne nos programmes de go-no-go technique. Et lorsqu'on a l'assurance avec l'équipe projet que nous avons une preuve technique qui va être atteinte, à ce moment-là, on crée la start-up. Et là, on a un deuxième dispositif à la SAT, on en a parlé à un moment, on a intégré l'incubateur régional, l'ancien qui s'appelait LRI, en janvier 2018. Donc là, on propose l'accompagnement des porteurs chercheurs à aller justement monter la start-up. Et là, ça nous permet de mettre en place des fonds jusqu'à 150 000 euros, qui sont vraiment des fonds d'amorçage, qui permettent à la start-up rapidement, en effet, d'aller chercher, en tout cas de se préparer sur sa future série A, sachant que déjà, la SAT, vous l'avez vu sur des projets dont M. Poigny a parlé, on s'est retrouvé avec 600 000. S'il y avait eu un accompagnement aujourd'hui start-up tel qu'il existe aujourd'hui, on peut faire des accompagnements, des financements jusqu'à 750 000, 800 000 euros. C'est ce que la SAT, en tout cas, met en place pour ce développement et préparer les levées futures. Merci. Alors pour l'auditoire, pour ceux qui ne connaissent pas le terme TRL, ce sont en fait des échelles de maturation des projets. Donc un TRL bas est un projet qui sort tout juste de la phase vraiment d'idée, et où il y a encore des étapes de recherche et de développement à faire. Voilà, juste pour le public qui n'est peut-être pas au fait de ce terme. Et donc vous nous disiez que vous aviez donc concouru et obtenu l'iLab, et donc là on va se retourner vers la BPI qui gère ces concours. Oui, alors iLab, c'est un concours national qui a pour vocation de détecter et faire émerger des projets de création d'entreprises basés sur des technologies innovantes. C'est ouvert à la fois aux porteurs de projets, donc en anté-création, mais aussi aux entreprises qui ont été récemment créées, donc dans les 2 ans précédant la candidature. C'est très intéressant effectivement iLab parce que ça apporte, il y a le financement associé qui est en subvention, il n'y a pas de conditions de fonds propres en face, donc on peut le mettre en place facilement, une fois qu'on a reçu les sous du ministère. Et c'est aussi un label. C'est aussi, on rentre dans la grande, l'univers Deep Tech, on va dire, et c'est un des premiers financements Deep Tech qu'on peut obtenir via BPI France. Voilà.
Oui, ce qui est effectivement important à mentionner, comme tu l'as dit, c'est qu'effectivement c'est une des rares aides qui n'est pas adossée aux fonds propres de la société, ce qui signifie pour les gens qui n'ont pas encore monté leur boîte qu'en gros il n'y a pas besoin d'avoir mis beaucoup de fonds dans la société d'un point de vue comptable pour démarrer, parce qu'après toutes les aides qu'on peut avoir sont liées à votre capacité financière, hein. C'est-à-dire que voilà. Alors une précision, oui. à la création, on n'a pas besoin d'avoir les fonds propres, il faut quand même nous expliquer, nous convaincre sur le fait que, in fine, le plan de financement va être équilibré et que vous allez lever des fonds ou en apporter de façon concomitante au développement du programme d'innovation quand même. Quand même. Et juste, je complète par rapport à ce que vous avez dit, parce qu'on n'a personne de Muse sur le plateau, mais donc vous avez parlé d'une aide Companies on Campus qui est donnée par l'ICIT Muse, donc l'université de Montpellier, qui permet à des entreprises d'avoir des financements avec des personnes qui vont travailler au sein de laboratoires. Oui, c'est ça. Ça complète. On va prendre la suite. Alors, tu vas pas nous raconter le début que tu as aussi eu, hein, déjà. Hein, on va passer directement à l'étape d'après. Hein, mais vous aussi, et on l'a pas dit, mais vous avez également, les entreprises ont été accompagnées par le BIC, hein, les incubateurs, hein, dont on a parlé sur les tables rondes d'avant. Il y a eu ces aides initiales, et après, il faut lever des fonds. Exactement. Donc, petite synthèse quand même pour Sequan qui... Si on fait en temporalité, sur 6 ans, on a été accompagné donc, du coup, par la SAT en maturation. Donc, si je synthétise, la SAT elle a transformé la technologie en un produit et avec l'équipe qui était au cœur du produit. Ça, c'était ultra important parce que ça a généré suffisamment de valeur pour qu'on puisse être accompagné et préfauté de dispositifs à la BPI. Donc, je crois, à l'époque, il y avait 2 concours iLab. Nous, on l'a eu en anté-création et après la création de l'entreprise. Je ne connais pas exactement l'intitulé, mais tu pourras rebondir. À partir de là, ensuite, on a pu faire notre premier tour de table, donc avec un fonds régional. Et on vient faire notre deuxième tour de table, donc au bout de 6 ans, donc une série A à 20 millions d'euros, ce qui a permis à la SAT de faire un exit aussi. Donc ça, c'est assez intéressant parce que dans la croisée des chemins, la SAT qui nous a accompagnés en maturation et a amené cette technologie, ça a généré suffisamment de valeur pour que la SAT puisse sortir. Donc aujourd'hui, Sequan n'est plus accompagné par son papa finalement, et est devenu complètement autonome. Donc c'était une synthèse. Et donc qu'est-ce qui s'est passé donc, une fois qu'on avait ces accompagnements? Donc effectivement, donc, il y a eu les dispositifs de la BPI où nous, je pense on s'est servi à peu près à toutes les cases parce que tout était utile pour nous. Donc il y a eu ces concours pour l'innovation qui ont pu industrialiser la technologie et créer suffisamment de propriété intellectuelle pour augmenter la valeur de l'entreprise. Les prêts rebonds, donc à chaque fois qu'on avait un tour de table, finalement, on a pu avoir des fonds non dilutifs qui s'accompagnaient à ça, qui permettaient d'augmenter l'enveloppe nécessaire de Sequan, de l'entreprise, en étant moins dilué. Donc, ce qui est assez intéressant, on va parler des étapes de dilution du capital. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cet atelier, mais finalement, moins un entrepreneur, enfin moins les fondateurs sont dilués, plus c'est intéressant pour eux parce que plus les tours de table passent, plus on est dilué. Donc finalement, en étant moins dilué au départ, on est moins dilué à la fin. Donc c'est assez intéressant de pouvoir avoir toutes ces parties-là. Puis même sur des très grandes tours de table, comme 20 millions, c'est un tour, on va dire, suffisamment modeste, la BPI peut continuer d'accompagner l'innovation qui change d'échelle, quoi. Donc il y a une autre scalabilité. Donc ça, c'est toujours intéressant. La BPI suit dans le temps. Donc pour les tout petits, et même les grands programmes d'innovation ou de R&D ou d'accompagnement, toujours en rebond d'une levée de fonds. Maintenant, si je passe pour la première levée de fonds, donc IRDI Capital et Julien Sainte-Catherine, qui était board member, qui est toujours board member de Sequan. Pour moi, ça a 2 grands intérêts, 3 grands intérêts, le fait d'avoir un fonds régional dans son tour de table. Déjà, c'est gage de crédibilité pour les fonds nationaux. Les fonds parisiens ne pensent pas de la même façon que les fonds régionaux. Et le fait qu'il y ait un fonds régional qui a suivi une start-up, qui connaît toutes les start-up de l'écosystème, le fait qu'un fonds régional s'assoie autour de la table, finalement, ça a déjà validé une grosse case qui fait OK, c'est une start-up crédible de la région, puisqu'il y a un fonds régional. La deuxième chose, c'est que quand il y a un fonds régional qui vient là, pour faire un levier non dilutif, on n'en parlait pas, mais il y a la BPI, mais il y a aussi les banques régionales. Ça aussi, c'est gage de caution parce qu'elles peuvent s'alimenter
parler du deal technique des fonds régionaux, où souvent les banques d'ailleurs régionales sont les LPs des fonds régionaux, ce qui permet d'avoir des prêts plus facilement. Et la troisième chose, c'est dans la proximité. Souvent dans des discussions avec Julien, toujours pareil, les fonds nationaux ne pensent pas de la même façon. Ils pensent vraiment aux rentabilités de l'entreprise, à quel point l'entreprise elle génère de la valeur vite, alors que le fonds régional va plus accompagner l'entreprise sur le temps et va réfléchir à les étapes, les milestones à la fois de l'entrepreneur qui est en adéquation avec l'entreprise, de dire on va suivre l'entrepreneur dans son plan commercial et technologique et ça va primer sur la valeur d'entreprise. Alors, bien évidemment, il faut que l'entreprise génère de la valeur. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça, mais ça ne va pas être la condition sine qua non. Donc des fois, quand il y a des réflexions très stratégiques, c'est assez intéressant d'avoir son board member, donc ces VC capitalistiques qui sont là pour générer de la valeur, pour avoir ce cheminement. Et de l'autre côté, le fonds régional qui va être plus sur un circuit proche de l'entrepreneur. Alors, je vous laisse la parole. Donc, du coup, comment on rentre, comment on s'investit dans des sociétés comme ça? Alors la manière dont nous, peut-être, on se positionne effectivement par rapport à tout ce qui a été dit, on intervient après la preuve de concept. Donc il faut effectivement déjà qu'il y ait une preuve de concept qui a été faite, donc en l'occurrence financée par la SATT, par les aides iLab. Et à ce moment-là, effectivement, nous, on peut rentrer au capital. Donc dans les outils qu'on a à disposition, on a notamment un fonds d'amorçage dit FNA, certains en ont sûrement entendu parler, il y a plusieurs fonds au niveau national labellisés FNA. Donc ce sont des fonds d'amorçage qui nous permettent d'investir sur des entreprises deep tech, les conditions étant moins de 250 000 euros de chiffre d'affaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a même un zéro absolu de chiffre d'affaires pour la moitié des sociétés investies dans le portefeuille. Voilà, donc à quoi ça sert? Notamment, effectivement, on l'a dit, toutes les aides, avances remboursables, subventions qui peuvent être mobilisées par l'entreprise, elles sont conditionnées aux fonds propres. Vous avez 1 euro d'aide ou subvention si vous avez 1 euro de fonds propres. Donc soit le dirigeant est richissime mais a les moyens de mettre plusieurs millions d'euros sur la table. Alors ça peut arriver, mais c'est quand même pas des cas habituels. Soit vous faites appel effectivement à un investisseur, un capital risque qui est capable de vous accompagner sur des montants assez importants pour votre levée de fonds. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est rentré effectivement chez Sequan. Donc l'avantage, effectivement, nous, donc on intervient sur la région Occitanie. On a un bureau à Montpellier, à Toulouse. On est un peu aussi présent en Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux. Donc le but pour nous, c'est d'être très présent dans l'écosystème, de voir les entrepreneurs très très tôt. C'est aussi ça qui fait notre valeur ajoutée. Donc voilà, d'être un peu les insiders et de pouvoir suivre le développement de l'entreprise, l'évolution du dirigeant. Voilà, ça. C'est hyper important. Le succès d'une entreprise, c'est avant tout son dirigeant, ses dirigeants. Et pour le coup, sans vouloir lui envoyer des fleurs, Nicolas est l'exemple même de la personne qui vient de la recherche et qui arrive à faire sa mutation finalement d'un chercheur vers un chef d'entreprise qui est capable de jongler avec différents sujets, que ce soit effectivement de la technique, que ce soit de la finance, de la stratégie commerciale. Donc voilà, ça a été un plaisir d'accompagner Sequan. Donc on a investi effectivement sur le tour d'amorçage. C'était une levée de 2,5 millions, c'est ça, Nicolas, la première? 2,7 millions exactement. Voilà, 2,7 millions. Et donc on a participé effectivement aussi à la levée suivante de 20 millions. Voilà, on continue à accompagner l'entreprise au fur et à mesure sur les différents tours de table. Voilà, maintenant il y a des gens beaucoup plus costauds que nous autour de la table qui ont mis des très très gros montants, mais c'est l'histoire de l'entreprise qui se déroule et chacun accompagne à une étape. La SATT est sortie à l'occasion de ce tour de table. Peut-être que ça sera nous au prochain et il y aura des fonds encore plus costauds qui prendront la suite pour accompagner Sequan sur les prochaines étapes. Ça fait partie des étapes. Oui, ce que je voulais dire, c'était en écoutant tout le monde, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment un maillage et une addition de l'ensemble des acteurs représentés ici et ceux qui ne le sont pas. Et c'est vrai qu'on parlait de cette preuve de concept, ce financement de la maturation que fait la SAT, elle intervient aussi pour financer, sécuriser la propriété intellectuelle. Parce que lorsqu'on a une propriété, ça veut dire quoi sécuriser une propriété intellectuelle? C'est important pour une start-up. C'est-à-dire que demain, on va lui dire les frais de brevet, on les prend à notre charge.
donc tu ne les paies pas. Tu mets tes moyens financiers dans ton développement. Et c'est très important pour l'investisseur qui arrive derrière, parce que l'investisseur, quand il fait ses due deals et il valorise l'entreprise, s'il se dit « oulala, ma due deal revient en termes de pays, c'est une catastrophe, j'ai des trous dans la raquette, je vais dégrader ma valorisation ». Donc l'objectif de la SAT, c'est de maintenir la valorisation la plus élevée possible. On le fait aussi avec BPI, que ce sont les actions qu'on peut avoir. Je pense à tout ce qui est Occitanie Texide, où on met en place avec les partenaires qu'on a, le NUBO, le BIC, la CTT, ADECO, où on met en place des actions et des fonds d'Occide à 250 000 euros. Ce sont des outils que l'on met et qui permettent en effet à un moment à des investisseurs qui se disent au final, quand j'ai un dossier SAT, c'est pas mal parce que je sais que la pays, elle est plutôt propre. En plus, mes due deals reviennent plutôt clean et la valo reste celle qu'elle doit être, je dirais. Et la discussion n'a pas lieu. Et c'est vrai que l'ensemble de ces synergies s'efforce. Vous êtes l'exemple, elle se passe bien. Et puis nous, on est contents d'être sortis, puis de vous suivre et puis de continuer à accompagner d'autres projets. Oui, Annabelle, sur les associations lors de ces levées de fonds de BPI. Alors, il y a deux interventions de BPI. Il y a à la fois le financement de la R&D qui est passé par l'émergence, ce qu'on appelle BFT émergence, donc vraiment la faisabilité au tout début pour obtenir la preuve de concept. En général, dans le parcours idéal, on enchaîne sur iLab pour développer le produit. Après, tu avais obtenu une aide au développement Deep Tech. Donc là, c'est vraiment des projets très, très ambitieux qui nécessitent des fonds propres importants, qui sont sur 24-36 mois, sur des montants de plusieurs millions de programmes, et donc à minima entre 800 000 et 2 millions d'aides de la part de BPI. Donc c'est vraiment des projets Deep Tech, donc de rupture technologique, qui ont été caractérisés en interne Deep Tech. Et donc, il y a vraiment eu ce financement-là de la R&D. Et effectivement, en parallèle, en amont et en parallèle des levées de fonds, que ce soit celles de 2,7 et celles de 20 millions, il y a la possibilité, et c'est ce qui a été fait, c'est de financer en non dilutif, c'est-à-dire avec un prêt que l'entreprise rembourse avec un différé, de financer la trésorerie de l'entreprise pour lui permettre d'aborder la levée de fonds dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est quand c'est en amont de la levée. Ou alors de participer quelque part autour de table, mais en non dilutif, qui se fait en même temps que la levée au final. Et voilà. Et il y a effectivement, et ça je crois que c'est la seule chose que tu n'as pas eue, c'est les obligations convertibles dont on parlait tout à l'heure qui permettent... Donc les obligations convertibles, globalement, c'est un peu comme un prêt. Et au bout de 5 ans, on se dit, est-ce qu'on convertit cet argent en actions ou est-ce que l'entreprise la rembourse ? Et ça, on le fait depuis quelques années sur des entreprises, alors innovantes, ça c'est sûr, pas forcément deep tech, mais du moins innovantes. Et ça permet à l'entreprise d'augmenter ses quasi-fonds propres au démarrage de la société et après de faire des effets de levier sur des aides BPI, mais pas que. Et aussi d'enclencher aussi des financements bancaires. C'est ce que j'allais dire. Donc là, de faire des levées de fonds, d'augmenter son capital, d'augmenter ses fonds propres, donc c'est nécessaire à la société pour avoir cette assise budgétaire. Et après, pour financer ces programmes et ces projets à proprement parler, effectivement, il y a ces effets leviers dont tu parles, c'est-à-dire aller chercher des aides, mais des aides subventions, de type subvention par exemple, pour vraiment faire son projet de recherche. Et pour ça, effectivement, 1 € de subvention va être donné si vous avez en face 1 € de fonds propres. D'où l'importance des levées de fonds pour avoir ces fonds propres et faire effet levier pour aller chercher d'autres aides qui viennent, elles, pour aider les projets à proprement parler. Et là, effectivement, il y a des aides de BPI, mais il y a aussi des aides de la région qui sont tout à fait mobilisables pour aller chercher et développer ces projets d'innovation. Oui, tout à fait. D'ailleurs, des aides de la région, on en a un certain nombre. Je pense que je voulais juste rebondir sur... Tu disais tout à l'heure, il y a un maillage qui se crée. Et c'est vrai que, il fait bon entreprendre à Montpellier. Comme on le disait, finalement, je suis tout sauf entrepreneur à la base. Et que ce soit le maillage technique, mais aussi les interlocuteurs qui sont autour du maillage, je pense qu'il y a à la fois de la bienveillance et de la compétence dans l'écosystème montpelliérain à tous les niveaux, que ce soit... en technologie, mais aussi en entrepreneuriat. Je dirais que Sequan est
Et un bon cas d'école, c'est vrai, en 6 ans, on a pu avoir cette mutation. Mais je ne sais pas si on peut avoir cette mutation dans toutes les villes. Finalement, j'ai pas parlé du BIC ni de la région, puisqu'on m'a dit de me concentrer ailleurs. Mais c'est vrai que ma transformation de chercheur à entrepreneur, sans tout cet écosystème, et notamment sans le BIC, ça n'aurait jamais été possible. Je pense qu'on n'a rien à envier dans la région de Montpellier aux grandes écoles qui forment les entrepreneurs et qui font du MBA, puisque ici, on a tout, quoi. On a la science, on a la technologie, on a le soleil, on a le maillage, on a de la bienveillance et on a des gens compétents. Donc, moi, je vous encourage tous à entreprendre à Montpellier, finalement. Bon, je crois que ça pourrait être le mot de la fin, moins que Philippe. Oui, non, c'est parfait. Merci, Nicolas. Merci beaucoup. Ah oui, pardon. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, merci pour les présentations. Quand vous dites qu'il y a beaucoup d'aides de la région et toutes les aides dont vous avez parlé, les levées de fonds, tout ça, est-ce qu'il y a une liste ou quelque chose comme ça qui pourrait aider, surtout pour les aides de la région, quand vous dites qu'il y en a beaucoup, où est-ce qu'on les retrouve? Le hub entreprendre larégion.fr. Merci. Entre autres, effectivement, je pense que c'est assez bien communiqué sur la région. Il y a les interlocuteurs et notamment quand on parlait des incubateurs ou même en amont, c'est que quand tu es accompagné à la SAT ou même au BIC, tu as des interlocuteurs qui te guident sur les bonnes aides ou les bons financements ou les bons concours à faire en fonction de la maturité de ton entreprise et ta maturité à toi. C'est-à-dire qu'effectivement, derrière, pour gagner ces aides, il y a plein d'aides, mais ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'il faut soit avoir des pitchs, soit avoir une technologie solide, une équipe solide, un plan solide. Mais il y a plein de gens pour t'aider à le construire s'il y a matière. Oui, effectivement, ça ne sert pas à grand-chose d'aller chercher la liste des aides. Autant aller voir des gens qui vont te dire directement, en fonction de la maturité de ton projet, où tu en es, là où tu peux aller. Et l'écosystème est là pour accompagner justement les porteurs de projets ou les jeunes entrepreneurs pour aller taper aux bonnes portes. Voilà. Et donc justement, pour ce qui est aide régionale, mais aussi ce dont on a parlé autour de la table, vous pouvez venir taper à la porte de l'Agence de développement économique de la région. Merci. Je ne vois pas s'il y a d'autres questions. Non ? Eh bien, merci beaucoup.